Bonjour à tous, bienvenue pour ce 35e épisode de La Tête à Papineau et aussi le dernier, et oui, le dernier de notre 4e saison. Je sais pas si on se rend compte quand même, 4 saisons, moi je trouve que c'est vraiment très long. Je pensais pas que je resterais aussi longtemps ici. Donc bonjour à toutes les personnes qui sont présentes avec nous en studio. Bonjour Gaëlle, comment ça va? Ça va très bien, merci Julie, et toi? Ça va super, comme un mardi soir, jour de notre enregistrement. On a notre invitée aussi avec nous aujourd'hui, Coralie. Bonjour Coralie, ça va bien? Oui, ça va bien. Un peu fatiguée, mais en vie. En vie, on aime ça. C'est l'été, là, trop d'activités. C'est pour ça la fatigue, là, c'est un peu, ça s'accumule avec tout ce qu'on fait en ce moment. Définitivement. Et Marika qui va passer Coralie en entrevue tout à l'heure. Salut Marika, ça va bien? Salut Julie, ça va très bien toi? Super. Alors comme d'habitude, un petit retour sur les derniers événements de Bistro Brain depuis l'enregistrement de l'épisode 34 qui avait lieu le 1er mai. On a eu vraiment beaucoup d'événements depuis ce dernier épisode et on en a encore 2 qui s'en viennent dans les 2 prochaines semaines. Alors le 8 mai, on a eu Psychologie à Sherbrooke, record d'achalandage, 206 personnes. J'espère que vous n'êtes pas tannés parce que je pense qu'on dit record d'achalandage à presque tous les épisodes ces derniers temps parce que vous battez des records d'achalandage. Donc merci à tout le monde. Mais 200 personnes quand même, je pensais pas qu'on l'atteindrait. Surtout au Bokeh-Bière, là. Non, vraiment, je suis très d'accord. Mais pour un bel événement comme Psychologie, il y a toujours un super bon intérêt de notre auditoire, de notre public. Effectivement. Le 15 mai, on a eu également Environnement à Trois-Rivières, où on a pu accueillir un peu plus d'une trentaine de personnes. Le 29 mai, Alexis et moi-même nous sommes battus durant un bistrot duel au Bokeh-Bière exceptionnel. En tout cas, moi, j'ai adoré la soirée que j'ai passée là-bas. Et on a atteint nos objectifs de financement puisque c'était notre événement bénéfice annuel. Merci à tous pour ça. Le 5 juin également, il y a eu les grandes découvertes de l'UDES au centre culturel. 81 personnes plutôt devrais-je dire, et de super belles présentations autant étudiantes que professorales. Comme toujours, si ces événements vous parlent et que vous avez envie de les regarder, ils sont disponibles en rediffusion sur notre chaîne YouTube et les liens seront dans la description. En résumé pour notre émission d'aujourd'hui, on va avoir à la chronique Gaëlle qui va nous parler des plantes et des vaccins. Alors là, je sais comme ça, le lien, on le voit pas très bien, mais Gaëlle va être là pour nous en parler en détail. Et on poursuivra notre deuxième partie d'épisode avec Marika qui reçoit en entrevue Coralie. Sans plus tarder, Gaëlle, je te laisse la parole, c'est à toi. Merci Julie. Donc effectivement, lien entre vaccins et plantes, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Bon, j'assume que vous avez tous et toutes déjà entendu parler de vaccins. Mais saviez-vous qu'on peut faire des vaccins à partir de plantes? Pas du tout. Moi, j'avais aucune idée. J'ai hâte d'en entendre davantage. J'ai lu comme les 3 premières lignes de ta chronique. Là. J'attends la suite. J'adore. Donc, c'est un sujet, en fait, que j'ai découvert récemment grâce à un travail de vulgarisation qui avait été réalisé par Antoine Pelletier dans le cadre du Comsicon Québec 2024. J'ai trouvé ça super intéressant, donc je suis allée lui en parler pour en apprendre un peu plus. Et il m'a donné la permission aujourd'hui d'utiliser ses recherches et le travail qu'il avait fait pour vous partager aujourd'hui ce qu'on appelle la moléculture. Et c'est ce qui nous permet, en fait, de créer des vaccins à partir de plantes. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur le terme moléculture que je trouve vraiment exceptionnel. Molécule, culture, moi, ça me faisait penser aux glaces molles aussi, moléculture, en tout cas. Mais c'est exactement ça, en fait. La moléculture, c'est la culture de molécules, tout simplement. J'adore, en fait, la personne qui a inventé ce nom. Vraiment, c'est magnifique. C'est donc dans une serre au plein cœur de la ville de Québec, et oui, Québec, dans notre belle province, que se déroule cette fabrication de vaccins végétaux. C'est une compagnie qui fait pousser une petite plante australienne qu'on appelle Nicotiana bentamiana. C'est une plante qui fait partie de la même famille que la pomme de terre, la tomate ou encore le tabac, qui sont des plantes un peu plus connues. Et dans cette serre, on ne fait pas de l'agriculture, mais plutôt de la moléculture, ou comme je l'ai mentionné, de la culture de molécules. Les plantes qui y poussent ne produisent pas de fruits qui sont comestibles, mais sous le couvert de leurs larges feuilles, une véritable usine moléculaire tourne à plein régime.
cette technologie est actuellement utilisée pour produire des protéines virales qui seront par la suite utilisées pour faire des vaccins. Et dans le futur, cette même usine végétale pourrait fournir aux hôpitaux une multitude de médicaments divers. Mais vous vous demanderez peut-être quelles sont les différences entre un vaccin produit de façon traditionnelle et ceux produits par la dite moléculture. Traditionnellement, on produit des vaccins en infectant un animal ou encore des cellules animales en laboratoire avec le virus contre lequel on désire faire le vaccin. On donne ensuite du temps au virus pour se multiplier et produire plus de particules virales dans ces cellules-là qui sont animales avant de les récolter. Les particules virales récoltées avec cette méthode sont par contre encore capables d'infecter des êtres vivants. On doit donc les endommager artificiellement, souvent on fait ça en les chauffant, pour que le vaccin soit sécuritaire. Donc, ce qu'on nous injecte en fait dans un vaccin, ce sont des particules virales, mais qu'on appelle atténuées. Donc, c'est un virus qui n'est pas capable de nous infecter, mais qui permet quand même à notre système immunitaire d'avoir une réponse contre celui-ci. La production des vaccins par la moléculture consiste plutôt à prendre les instructions génétiques, donc ce qui se retrouve dans l'ADN du virus ou encore un gène particulier, et à introduire ces instructions-là dans la plante. La plante va ensuite être capable de prendre cette instruction génétique et de produire les particules virales de façon artificielle. Donc, ces particules-là, contrairement aux vaccins traditionnels, n'ont pas besoin d'être atténuées parce qu'elles ne sont pas capables d'infecter un être humain. Cette technologie est aujourd'hui surtout utilisée pour produire des vaccins contre la grippe aviaire, mais qui sait jusqu'où elle pourrait se développer dans le futur. Une fois le gène viral qu'on a choisi est inséré dans le bagage génétique de la plante, celle-ci commence à produire la protéine virale qui sera utilisée dans notre vaccin. On ne parle pas ici de protéines au sens général que vous pouvez voir sur les étiquettes de valeur nutritive de vos aliments, mais plutôt de protéines particulières, de microscopiques machines biologiques qui peuvent être reconnues par notre système immunitaire comme étant un virus. En bref, la plante devient temporairement un OGM ou organisme génétiquement modifié qui produit beaucoup de protéines virales qui peuvent par la suite être utilisées pour faire le dit vaccin. Comme je disais, les vaccins traditionnels contiennent donc la protéine virale qui est complète mais endommagée. Tandis que les vaccins produits à partir de plantes contiennent une pièce particulière du virus. Le premier, donc les vaccins traditionnels, donne à notre système immunitaire une idée générale de ce à quoi ressemble le virus. Un peu comme un service de police qui doit identifier l'automobile d'un suspect seulement avec la marque et le modèle du véhicule. Le second, donc le vaccin qui a été fait à partir des plantes, permet plutôt à notre système immunitaire de reconnaître une seule protéine spécifique du virus, mais de façon beaucoup plus efficace. C'est plutôt comme un service de police qui n'aurait pas la description du véhicule, mais qui aurait son numéro de plaque d'immatriculation. Puisqu'on peut décider quelle composante du virus se retrouve dans notre vaccin, on peut aussi sélectionner les différentes pièces qui sont exposées à la surface des particules virales, ce qui facilite leur connaissance par notre système immunitaire. On peut aussi prendre une pièce très importante pour le virus qui ne pourra pas changer facilement. Par exemple, si on sait que le suspect peut facilement cacher sa plaque d'immatriculation, on pourrait plutôt identifier le type de roues de son véhicule, qui ne peuvent pas être enlevées sans que l'automobile devienne inutilisable. Donc, en bref, on peut changer les protéines qu'on fait produire par notre plante pour que notre vaccin soit plus efficace et qu'il perdure dans le temps. Là, je vous dis un peu tout ça, puis là, je vous parle de comment est-ce qu'on peut créer des vaccins avec les plantes, mais est-ce que ça marche pour vrai, cette technologie-là? Ouais, et est-ce que c'est meilleur que les vaccins traditionnels aussi ou pas? Est-ce qu'il y a plus d'efficacité? Effectivement. Déjà, on sait que ça marche parce qu'il y a un vaccin qui a été créé par la moléculture contre la COVID-19. En effet, c'est le vaccin Covifense de la compagnie québécoise Medicago qui a été approuvé par Santé Canada seulement 2 ans après le début de son programme de développement, ce qui est extrêmement rapide par rapport aux vaccins traditionnels. Une des raisons de cette rapidité-là, c'est en fait la rapidité de la technique elle-même. En effet, puisqu'il faut seulement avoir l'information génétique du virus pour produire les vaccins par moléculture, ceux-ci peuvent être développés extrêmement rapidement. De plus, les plantes utilisées pour la moléculture n'ont besoin que de terre, d'eau et de lumière pour produire des protéines. Ce qui fait que les coûts associés à la production des vaccins sont très faibles une fois que le programme de développement du vaccin est complété. C'est aussi super facile d'augmenter la taille d'une serre de moléculture pour y produire plus de doses de vaccin. Ça a donc un net avantage par rapport aux vaccins traditionnels, étant donné simplement qu'ils sont beaucoup plus rapides et simples à produire. C'est aussi des vaccins qui ont été prouvés
en recherche pour avoir un même taux d'efficacité que des vaccins qui sont produits de façon traditionnelle, entre autres ici donc dans le cas de celui qui a été développé pour la COVID-19. En bref, les avancées récentes dans le domaine de la moléculture démontrent que celle-ci est un processus qui est sécuritaire, qui est rapide et qui est peu dispendieux pour produire des vaccins contre divers types de virus. Cette nouvelle technologie peut produire donc, pour très peu de coûts, des médicaments qui coûtent présentement excessivement cher à produire. En plus, il s'agit d'une compagnie québécoise qui a réussi quand même à faire approuver un vaccin pour la COVID-19 à l'aide de cette technologie de pointe qu'est la moléculture. Et qui sait, avec les avancées à venir, votre vaccin annuel contre la grippe pourrait peut-être un jour être produit dans votre jardin à côté de vos tomates. Merci beaucoup, Gaëlle. C'était super intéressant. Moi, j'aime beaucoup que tu parles de ça parce que c'est comme exactement ce sur quoi je travaille. Pas sur les vaccins en tant que tels, mais le concept général, c'est de mettre des séquences comme ça pour avoir une protéine à la fin, que ça s'appelle la biologie synthétique, le concept général. Et c'est exactement ça qu'on fait, puis on peut l'utiliser pour d'autres types de traitements que juste des vaccins. Donc, tu peux créer un peu n'importe quelle molécule, au final, n'importe quelle protéine qui peut avoir l'action que tu veux. Et c'est super intéressant parce que tu peux faire un peu tout ce que tu veux, en fait, à partir du moment où tu connais ta séquence. Ben oui, effectivement, c'est un peu pour ça que j'en ai parlé aussi. Là, c'est super en développement en ce moment. Puis il y a tellement d'avenues possibles. Donc, les vaccins, c'est une première avenue. Puis là, avec cette compagnie-là québécoise, c'est super concret, en fait. Puis on a eu un très, très bon exemple avec la COVID-19 qui leur a permis finalement là, d'avoir encore plus d'argent pour leur recherche et de sortir de nouveaux vaccins. Mais effectivement, là, il y a plusieurs avenues possibles pour la moléculture ou la biologie synthétique. Puis j'ai vraiment hâte d'en entendre parler encore plus dans le futur. Bien d'accord. Je ne sais pas si vous vous attendiez, Coralie et Marika, à entendre parler de ça. Puis est-ce que vous attendiez à ce qu'on puisse sécréter des protéines thérapeutiques, là, des vaccins, dans des plantes? Moi, je trouve ça surprenant, mais étant donné que j'ai étudié à l'Université Laval à Québec, je connais des gens qui faisaient partie de cette entreprise-là. De cette équipe-là. Donc, je suis contente d'entendre parler des résultats un peu, parce que c'était très embryonnaire au début, mes collègues avec lesquels ils participaient. Mais non, je trouve ça fou. Puis à partir de plantes, point de vue environnemental aussi, c'est super qu'on puisse dire, pour une technologie, d'inclure des procédés biologiques à partir de plantes. Moi, je trouve ça vraiment oui, effectivement. Puis comme je disais un peu, une plante, c'est relativement facile à faire pousser, là. Ça pourrait avoir vraiment là, de superbes avenues, je pense, pour le futur, mais aussi avec un côté environnemental vraiment intéressant. Moi, je suis vraiment contente qu'on parle de vaccins, parce que mon livre préféré quand j'étais jeune, c'était Louis Pasteur raconté aux enfants quand il découvre le vaccin. J'adore! Mais non, c'est vraiment intéressant de voir l'évolution, en fait, puis tout ce qu'on peut faire avec les plantes, puis comment on peut faire évoluer nos vaccins, justement, puis que ce soit plus naturel, que ce soit plus en lien avec l'environnement. Mais oui, super intéressant. Ça me fait penser, je sais pas si vous aviez vu ça, mais il y avait un épisode d'une série un peu, pas futuriste là, mais chaque épisode prenait un thème scientifique, puis qu'est-ce que ça deviendrait dans les prochaines années. Et il y en avait un où justement il parlait des séquences que tu peux mettre dans les plantes, où en fait tu pouvais mettre n'importe quelle séquence dans le génome d'un arbre, et c'était supposé être les cimetières du futur, dans le sens où ta personnalité en tant que personne décédée était codée dans l'arbre. Et du coup, il y avait comme une espèce de tablette interactive dans la série, puis tu pouvais interagir avec la personne décédée qui était dans l'arbre, en fait. En tout cas, c'était vraiment tout un autre concept et vraiment de la science-fiction. Là, mais c'est fou à quel point on peut aller loin avec des concepts scientifiques de base, par exemple. C'est comme ça que la science-fiction marche, mais moi, des fois, ça me fait capoter un peu de voir à quel point la science-fiction pourrait ça pourrait être vrai si on arrive à développer les bonnes technologies. Tout à fait. Puis je pense que ça s'est prouvé un peu par le passé aussi. Mais la biologie synthétique, c'était définitivement de la science-fiction il y a quoi? 25-30 ans? Super, merci beaucoup Gaëlle pour cette chronique super intéressante. On espère que vous avez aimé ça à la maison aussi. Et ça met fin à la première partie de notre épisode. On se retrouve après la pause. Nous voilà de retour après cette première partie de notre épisode 35 de La tête à Papineau. On est de retour donc avec notre deuxième partie pour l'entrevue. Et je vais tout de suite laisser la parole à Marika qui passe en entrevue Coralie aujourd'hui. Oui, merci Julie. Et bonjour Coralie. Bonjour. Donc, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui au micro.
Tu as complété un baccalauréat multidisciplinaire qui combine la criminologie, la psychologie et le travail social. Tu es présentement étudiante à la maîtrise en service social à l'Université de Sherbrooke et tu travailles aussi dans le milieu communautaire auprès des jeunes de la DPJ. Tu t'intéresses particulièrement aux enjeux liés à la délinquance, principalement auprès des adolescents. Donc, ma première question, pourrais-tu nous donner un peu plus de détails sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir devenir travailleuse sociale? J'ai un parcours qui est atypique parce que moi, j'ai commencé à la base en administration des affaires, comptabilité, je travaille en assurance. Puis, j'avais beaucoup d'intérêt pour tout ce qui était enjeux sociaux en dehors des études. Je me suis dit, il manque vraiment le côté humain en administration. Puis, j'avais besoin de ça. Donc, j'ai décidé d'aller faire un baccalauréat. À la base, je voulais aller en travail social, mais les parcours typiques, ça m'intéresse pas. Tu sais, moi, j'avais pas le goût de me faire dire, là, tes cours, c'est ça, c'est tel cheminement. Tu sais, je voulais choisir, j'avais une curiosité, je voulais tout découvrir. Donc, j'ai décidé de faire un baccalauréat multidisciplinaire avec l'objectif d'aller à la maîtrise en travail social. Puis, pendant mon bac, justement, j'ai découvert un grand intérêt pour la criminalité. Bien, criminalité, en fait, criminologie, là, l'étude du phénomène criminel. Et puis, l'adolescence, donc l'intervention auprès des adolescents. Donc, je suis allée faire un micro-programme supplémentaire sur l'intervention pour les jeunes de la DPJ ou les jeunes criminalisés. Puis, je suis maintenant à la maîtrise. Tu m'as aussi demandé pourquoi travail social. Donc, c'est que le travail social, en fait, c'est un rôle qui est très différent d'un psychologue, donc super complémentaire parce que le travail social, en fait, il va vraiment mettre la personne au centre de l'intervention. Puis son but, c'est d'améliorer, en fait, son lien avec la communauté, avec les ressources, avec son environnement pour développer son autonomie puis son pouvoir sur sa situation. Donc, nous, on est vraiment un accompagnateur. Puis, c'est très complémentaire aux autres profession. Puis moi, j'aimais cette approche-là de dire à la personne, bien, peu importe ce que tu vis ou ce que tu as comme difficulté, tu peux t'en sortir par toi-même avec un peu, tu tiens un petit push, là, comme nos parents, ils nous faisaient quand on était jeunes. Mm-hmm. Ça vous donne une belle vision globale. Vous êtes, avec ton parcours multidisciplinaire, je pense que ça l'ajoute de la richesse aussi. Oui, bien justement, là, c'est sûr que d'aller chercher un peu plus de connaissances durant le bac et puis le travail social, en fait, le baccalauréat est super bon aussi. Mais c'est vraiment, je pense, au niveau de la curiosité. Puis quand tu sais déjà vers où tu veux te spécialiser, bien, c'est intéressant d'aller chercher plusieurs connaissances, justement, de creuser sur ces sujets-là. En parallèle à tes études, tu travailles aussi comme intervenante pour l'organisme Les Grands Frères et Grandes Sœurs de l'Estrie. Peux-tu nous parler un peu du rôle que tu joues dans le cadre de cet emploi et à quoi ressemble ton quotidien? Oui, bien, je ne parlerai pas de mon quotidien parce que vous allez être étourdis, là. C'est beaucoup de travail. Mais en fait, la mission de l'organisme, c'est de développer un réseau social positif pour les jeunes. Puis, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter des bénévoles et des jeunes, puis on va les matcher ensemble, là, donc les pairer pour qu'ils puissent développer une relation, faire des activités positives. Puis, moi, j'ai un programme qui est spécifique pour les jeunes de la DPJ. Donc, c'est vraiment des personnes qui sont plus isolées socialement, qui ont moins de modèles positifs. Puis nous, notre but, c'est de leur offrir une personne qui va les aider dans leur développement, en fait. Donc, c'est vraiment ça le rôle. Puis, c'est ça. C'est ça. J'ai rien d'autre à dire. Ça doit être une relation particulière que vous avez avec ces jeunes-là. Qu'est-ce que ça t'apporte en tant que personne? Bien, c'est sûr que moi, en tant qu'intervenante, je vais vraiment encourager la relation avec la personne mentor. Donc, moi, mon but, c'est de m'assurer que la relation va bien, qu'il développe, en fait, une relation qui est positive, qui a des impacts sur le jeune. Puis, je suis un peu en background de cette relation-là. Tu sais, je suis en soutien, mais moi, je ne vais jamais prendre la place du mentor. Et ce que je trouve intéressant, en fait, c'est de voir les impacts. Parce que les impacts des interventions, c'est rare qu'on peut les voir, puis on les voit vraiment sur un long terme. Mais moi, je remarque que même après quelques mois de relation, j'ai des jeunes qui commencent déjà à montrer une amélioration au niveau social, au niveau des activités, au niveau de la découverte de soi. Donc, c'est super riche pour moi de voir ça. Je trouve ça super positif. Puis, je dis tout le temps que nous, en fait, en travail social, on est entouré de négatifs puis d'histoires horribles. On entend des choses, puis ça nous affecte énormément. Mais moi, un jeune m'arrive puis il me dit « Hey, Coralie, j'ai fait de l'escalade avec mon mentor hier pour la première fois, j'ai tripé, j'aurais jamais pensé de capable de faire ça. » Moi, c'est mon moi, là. Je peux entendre toutes les histoires horribles, puis je vais juste repenser à ce jeune-là, puis je vais être comme « Oh, j'ai fait quelque chose de bien » ou comme « Je peux pas croire que j'ai fait ce match-là puis que ça a apporté ça. » Donc, il y a ça de très positif, en fait,
à travailler à l'organisme. Oui, ça permet de voir des belles histoires aussi. Oui, puis même chose pour les bénévoles, là, justement, qui sont témoins de ça. Puis nous, on va vraiment leur emmener ces changements-là qu'on observe. Là. Donc, oui, c'est super riche, puis c'est très positif, en fait. Je continue en disant que tu es aussi une ancienne présentatrice de Bistro Brain. Donc, tu as présenté à l'événement Lutte sociale d'hier à aujourd'hui, en mars dernier, où tu as parlé de la prohibition. Donc, j'aimerais parler avec toi un petit peu d'un sujet d'actualité et de recherche qui est celui que tu as mentionné plus tôt, la criminalité. Donc, qu'est-ce qui explique que sur le terrain, on peut observer beaucoup de stigmatisation qui est associée à la criminalité? Donc, quand on parle de stigmatisation associée à la criminalité, moi, c'est sûr que je suis beaucoup dans la défense des personnes qui sont criminalisées parce que je crois au potentiel de réhabilitation de chaque personne. Donc, moi, j'encourage énormément ce niveau-là. Je suis beaucoup dans une approche qui est critique. Puis, en ce moment, en tant que société, il y a un enjeu, au fond, il y a une contradiction là, dans le sens qu'on a un système qui est très réactif et punitif, puis on va dire à une personne, ben, tu as commis un crime, on va te punir, purge ta peine et après ça, tu peux revenir dans notre société et puis être un citoyen actif. Là. Puis, la loi sur le système de justice au Canada, en fait, le principe principal, là, si vous voulez aller lire la loi, super intéressant, le principe principal, c'est la réhabilitation qui est le retour en société. Sauf qu'en ce moment, ce qui est contradictoire, c'est qu'on met des mécanismes en place, donc des manières de bloquer cette réinsertion sociale. Puis, ça va maintenir constamment la personne dans le délit qu'elle a commis. Ça va tout le temps la maintenir dans cette honte. C'est ça, donc elle va vivre ça tout le temps, puis elle va avoir des blocages qui vont aussi la maintenir en précarité, donc situation difficile, puis qui peut aussi encourager les comportements délinquants. Puis, il y a aussi, en fait, au niveau de la population, il y a une culture de la peur en ce moment qui est vraiment... Puis en ce moment, ça fait longtemps là, que c'est comme ça, mais une culture de la peur qui est, on va dire aux gens, bien, il faut avoir peur des personnes criminelles parce que ça pourrait être toi la prochaine victime. Puis d'un côté, c'est normal d'avoir peur parce qu'on n'est pas informé, puis oui, on veut pas être une victime. C'est sûr que si tu sais qu'il y a un criminel qui habite dans ton quartier, bien, tu vas te sentir moins en sécurité, puis c'est valide. Sauf que cette culture-là fait en sorte qu'après ça, nous, on va avoir peur de ces personnes-là, on va pas encourager leur réinsertion, puis on va avoir des préjugés envers elles qui vont justement les maintenir justement dans ce problème-là. Moi, j'ai tout le temps que l'être humain, on est une bébite sociale, puis on a une influence de notre environnement, puis chaque personne, en fait, le vit. Mais nous, on influence aussi notre environnement. Donc, si on se fait tout le temps dire « Hey, ayez peur des personnes criminelles ou criminalisées ou qui ont commis un crime », puis il faut absolument s'isoler d'eux, en fait, les rejeter, ben on va le faire. Puis c'est pas nécessairement de notre faute, là, on subit une influence. Tu parlais de mécanismes tantôt. Est-ce que tu as des exemples qui sont qu'on vit, qu'on implante peut-être même sans en avoir conscience dans la société? Puis, en fait, donc en ce moment, c'est qu'on a un système qui est très punitif, réactif. Donc, admettons, une personne a commis un crime, on va la punir. Donc, on va dire, bon, purge ta peine. Puis après ça, quand elle sort, on lui dit, bien, réinsère-toi socialement, sois un citoyen actif, ainsi de suite. Mais on va mettre un dossier criminel qui reste toute la vie. Donc ça, c'est un rappel constant du crime que la personne a commis. Et après ça, le dossier criminel, ça va bloquer l'accès à l'emploi, ça va bloquer l'accès, en fait, au logement aussi. Donc des propriétaires qui vont refuser des locataires pour ça. L'accès à du financement, des assurances coûtent plus cher. Puis tout ça, ça a quand même un impact au niveau économique. Donc, la personne, elle reste dans une situation, puis là, je dis en précarité, mais elle reste dans une situation, en fait, qui est difficile au niveau monétaire, social. Elle va se faire rejeter aussi par sa famille parce qu'on a toutes des difficultés à accepter, en fait, la criminalité, ce qui est normal. Mais après ça, quand la personne a vu ça, comment on s'attend à ce qu'elle se réintègre et qu'elle participe activement à la société? Donc, c'est principalement ça, la contradiction, puis justement les mécanismes qui encouragent la stigmatisation. Mm-hmm. Parce que je pense que les gens, ça vient d'un mécanisme de défense. Ah, c'est une personne, c'est une mauvaise personne. On va l'identifier à quelque chose de négatif, mais il faut se repérer aussi à la personne. C'est un être humain aussi, puis qui a droit à une deuxième chance dans différentes façons. C'est super important, le sujet que tu abordes aujourd'hui. Effectivement, puis surtout que on veut défendre les victimes, ce qui est très valide aussi, mais en défendant les victimes,
en participant au fond à isoler une personne qui a commis un crime, puis en croyant pas à son potentiel de réhabilitation, ben cette personne-là devient une victime, la société devient une victime de « j'ai commis un crime, je vais le réparer, puis là maintenant, je me fais rejeter, je peux pas me réintégrer, donc comment la personne peut sortir de cette boucle-là? » C'est ça, en fait, l'enjeu principal. Mm-hmm. Puis je pense que ça l'amène justement, dans les dernières années, on a observé sur les réseaux sociaux, notamment le phénomène de la cancel culture, qui peut justement être un peu identifier une personne, même amener jusqu'à la bannir parce qu'elle a commis des gestes qu'on va juger inadmissibles. Pourrais-tu nous parler un peu plus de ce cas-là, des conséquences que ça peut avoir sur les personnes? C'est un sujet qui est quand même risqué à aborder parce que c'est très actuel. Donc, la cancel culture, justement, ça a été mis en place pour canceller des personnes, surtout des figures publiques, en fait, des réseaux sociaux. Donc, dire tu n'as plus ta place, tu as fait une victime, tu ne peux plus récolter le public, l'admiration, l'argent et tout ça. Puis, c'est beaucoup dans un objectif de défense des victimes, ce qui est très valide. Encore une fois, je trouve ça important de le dire que c'est important qu'on défende les victimes puis qu'on leur offre du soutien. Sauf que, encore là, on va vraiment intimider une personne, on va l'insulter, puis c'est aller loin. Là, je sais pas, je pense que tout le monde qui écoute a vu des situations de cancel culture, qui ont vu des impacts que ça a eu, puis c'est qu'on devient en fait des persécuteurs, nous, ceux qui participent à ça. Puis la question à se poser, c'est qu'est-ce que ça nous apporte de faire ça? Puis si la personne a un potentiel de réhabilitation, puis que la personne elle a payé sa dette, en fait, qu'elle s'est retirée des réseaux, qu'elle a fait ses excuses, qu'elle a fait le travail qu'il fallait, puis qu'elle revient, en quoi ça affecte la victime? Est-ce qu'on peut vraiment réparer un crime qui a été commis en enlevant une personne de la société ou en enlevant des réseaux, en l'invisibilisant, en lui disant qu'elle peut pas qu'elle peut pas, en fait, revenir, puis en lui enlevant sa source de revenu principale, il faut qu'elle retourne, en fait, travailler, veut pas. Donc, il y a un peu ça, le phénomène de cancel culture. Puis là, je vais risquer avec un exemple, mais Marie-Pierre Morin, c'est quand même un bon exemple de quelqu'un qui a vécu ça, en fait, qui s'est fait dénoncer, puis elle a reconnu ce qu'elle a fait, elle a fait un travail sur elle, ça a été quelque chose qui l'a poussée à aller chercher de l'aide, puis après ça, elle est revenue, puis là, elle a fait du positif avec ce qu'elle a fait. Donc, il y a une possibilité de dénoncer, puis de dénoncer où est fort, et c'est correct de dénoncer un crime, mais aussi d'accepter que la personne peut revenir faire du positif avec ce qu'elle a commis. Puis ça, on voit ça avec des criminels, des anciens criminels, en fait, qui font des conférences, qui vont faire de la sensibilisation, de l'éducation, qui vont faire de la prévention beaucoup. Donc c'est ça aussi qui se passe en société, puis on devrait encourager plus la prévention, justement. Pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, au lieu d'encourager la répression, la stigmatisation, est-ce qu'il y a une alternative, selon toi, qui serait à privilégier? Mais l'alternative, ce serait la prévention parce que on veut qu'il n'y ait plus de victimes dans un monde idéal, on veut diminuer le nombre de victimes, puis comment on peut faire, en fait, pour protéger les gens, parce que le but de la justice, c'est de protéger les droits, de favoriser le respect de l'ordre établi, normes sociales, mais ce ne serait pas avec un système qui est punitif et qui est tout le temps en réaction, donc il faut absolument qu'il y ait une victime pour qu'il y ait une action qui soit entreprise. Puis c'est là que la prévention est importante, parce qu'on va aller, avant qu'il y ait un crime qui soit commis, aller mettre en place des facteurs de protection autour de la personne qui est à risque de commettre un crime. Puis ces facteurs de protection-là vont faire en sorte que la personne ne va pas glisser, en fait, dans la criminalité. On peut le voir là, parce que la majorité de la population n'a pas commis de crimes graves, peut-être des petits délits cachés, mais tu sais, des crimes graves qui font en sorte qu'on est isolé, ben, c'est parce qu'on a des facteurs de protection comme un entourage. On peut aller chercher des points positifs dans notre environnement, puis la prévention, c'est ça que ça nous offre. Donc, il faudrait augmenter le financement communautaire, il faudrait augmenter les programmes de prévention, l'éducation, sensibiliser. C'est vraiment là que ça va commencer pour qu'on puisse vraiment protéger les victimes. On le souhaite haut et fort que ça soit reconnu. Oui, j'ai l'impression des fois que c'est une utopie pour moi, mais je rêve du jour où on va vraiment arrêter de juste punir les gens et qu'on va vraiment travailler pour les aider avant qu'il y ait un problème, justement, un crime. Tu parles de prévention, ça fait un beau lien avec notre question qu'on pose à toutes les personnes qu'on invite au podcast La Tête à Papineau.
quelle place tu penses que la vulgarisation scientifique devrait avoir? Moi, j'attendais cette question avec impatience parce que la vulgarisation scientifique, c'est super important. Quand on a la chance, en fait, d'aller étudier au cycle supérieur, d'aller à l'université, d'aller chercher des connaissances, on n'a pas... Il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont de la difficulté à expliquer ce qu'ils apprennent, mais ça ne devrait pas être réservé à ces personnes-là, l'éducation. L'éducation, c'est pour tout le monde, puis on a un rôle, en fait, en tant que professionnel, étudiant, diplômé. Donc, tout le monde a un rôle d'éduquer puis de rendre l'information accessible. Donc, super important. Ça va être encouragé. Ils commencent à en parler dans nos cours. Puis, moi, je suis à tous les événements Bistro Brain, presque. Je suis presque une bénévole rendue là. J'adore la mission, puis c'est ça, c'est super important. Puis, l'éducation, c'est l'arme la plus puissante, comme Nelson Mandela l'a si bien dit. Donc, oui, très important. Merci beaucoup pour tous tes propos. Finalement, ça, tu es impliqué, je pense, dans 1001 projets. On se retrouve un peu partout à Sherbrooke. Où est-ce qu'on peut te voir prochainement? Oui, 1001 projets. Bien là, en fait, le plus prochain, celui qui arrive bientôt, ce serait la représentation des monologues de la vulve. Les monologues de la vulve, en fait, c'est une présentation, une de mes amies qui a écrit une pièce de théâtre, donc c'est c'est une dénonciation des enjeux vécus par les femmes. Puis on est plusieurs femmes ou personnes trans ou personnes identifiant, en tout cas, qui va réciter des monologues le 21 juin au Café 440 à 19h. Sinon, présentement, j'écris des articles. Donc, j'écris un article sur la rémunération des stages avec des collègues. J'écris un peu pour le collectif, là, c'est tout nouveau. Sinon, vous allez me voir dans mon organisme puis un peu partout parce que je fais de la promotion, là. Puis au Bistro Brain, le bac et bière les mercredis à partir de l'automne. Super, merci beaucoup Marika, merci beaucoup Coralie. C'était vraiment une super entrevue, super intéressante. Je pense que ça met quand même en lumière des problématiques de société auxquelles on ne pense pas forcément. Puis je pense que tu as quand même raison d'avoir de l'espoir dans la prévention parce que je pense que c'est quelque chose que moi je vois de vrai pour beaucoup d'aspects de la vie de manière générale, qu'au final on est trop réactionnaire et pas assez dans la prévention, que ce soit dans les sciences biologiques, sciences de la santé pour les maladies par exemple, ou que ce soit en travail social également là, pour prévenir tous les débordements qu'une personne peut vivre ou peut commettre. Donc vraiment super intéressant, j'ai adoré cette entrevue. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir été présentes pour ce dernier épisode. On termine vraiment en fanfare cette 4e saison du podcast La Tête à Papineau. Un grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Merci à nos invités, merci à l'équipe, merci au montage, merci à tous ceux qui font les publications du podcast, que ce soit sur notre chaîne YouTube et également à la CEFA qui est un grand partenaire de ce podcast puisqu'on enregistre toujours chez eux. On termine en vous invitant à nos prochains événements. D'ici l'enregistrement du prochain épisode qui va avoir lieu probablement à l'automne, septembre, octobre, on ne sait pas trop. Mais avant ça et avant que vous partiez tous en vacances d'été, pour ceux qui sont encore en études en ce moment, on a le 19 juin l'événement Innovation technologique au 3IT à partir de 17h. Exceptionnellement, c'est au 3IT cet événement-ci, alors on vous attend également nombreux. C'est moi qui vais animer pour la première fois depuis un bon bout. Et sinon, on va terminer ici et on vous souhaite un très bon été à tous. On se revoit l'année prochaine. Et n'oubliez pas, si vous aimez ça, parlez-nous à un ami.